Je me demande comment on a fait pour laisser passer un discours comme ça à l'époque. Ça devrait être un scandale. Bienvenue sur Intensément Podcast. Mes amis IES, lors du debunk de la vidéo HPI égale diagnostic bidon au service de la bourgeoisie, cette vidéo de Grégoire Simpson qui se basait sur les thèses de Wilfrid Ligné principalement, le chercheur sociologue Wilfrid Ligné, qui mène directement à l'idée, à la pensée qu'en fait l'identification au potentiel intellectuel n'est pas une identification réelle et qu'elle est en fait poussée par les classes aisées et qu'en fait cela ne repose sur rien. Et donc toute cette espèce de discours essaye de montrer qu'il y aurait une sorte de, il faudrait pas dire complot, mais il faudrait dire donc une sorte d'orchestration invisible, inconsciente, sous-jacente, de mécanismes naturels qui se font. Et je vous avais fait part de mes craintes, je vous avais expliqué, j'avais émis des hypothèses que en fait ce discours-là pouvait évidemment se propager et être extrapolé au niveau des véritable diagnostic de troubles du neurodéveloppement, puisque si on se base sur les mêmes principes d'argumentation de Wilfrid Ligné, eh bien on montre que les diagnostics d'autisme ou de TDAH, voire d'autres choses, de dyspraxie, etc., sont pour une grande part des diagnostics réalisés dans les couches les plus aisées de la population, parce que ce sont elles, évidemment, c'est évident, qui ont le temps, l'énergie, le savoir, les relations sociales, l'argent, vous le savez, puisque vous êtes beaucoup à avoir eu ce diagnostic ou à avoir des enfants qui ont eu ce diagnostic ou à essayer d'avoir ce diagnostic. Et vous savez comment c'est un parcours du combattant lorsqu'on n'a pas les codes, lorsqu'on n'a pas la facilité, lorsqu'on n'a pas l'argent pour pouvoir trouver les bons organismes qui peuvent faire ça de manière rapide, parce que des fois il y a un temps d'attente de plusieurs années même. Chez moi, c'est 1 an pour faire un diagnostic neuropsychologique. Sinon, il faut passer par des visios, et puis il faut payer un peu plus cher, et puis ci, et puis ça. Donc, vous le savez, c'est compliqué. Et donc, il se trouve que, comme par hasard, il y a plus de diagnostics dans la classe aisée, si on regarde les statistiques. Et je vous avais montré, par exemple, un commentaire en dessous de la vidéo de Grégoire Simpson, commentaire d'une psychanalyste qui, évidemment, profiter de cette vidéo pour dire mais oui, c'est la vérité et c'est pareil pour les TDAH et les autistes qui sont surdiagnostiqués et en fait et tout ça et toujours ce discours de la psychanalyse pour rejeter les troubles du neurodéveloppement et certaines autres troubles et pathologies psy et d'affirmer que ça serait, dans le cas par exemple de Caroline Goldman sur lequel se base aussi cette psychanalyste, un problème de limites éducatives et qu'en fait tout cela n'existerait pas au final. Eh bien, figurez-vous que j'étais pas loin, que je suis allé trop vite dans mes recherches, que je me suis absolument pas rappelé de l'article dont pourtant j'ai mis la couverture et le titre dans la vidéo, article que j'avais lu quand il était sorti, c'est-à-dire en mai 2022, sur le site L'ADN, Tendance et Mutations, qui s'appelle « Non, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche », un article qui avait fait grand bruit à l'époque, qu'on avait tous lu. Et donc, dans cet article, le chercheur sociologue Wilfrid Ligné expose donc toutes ces thèses qui sont reprises une par une dans la vidéo de Grégoire Simpson. Et puis, à un moment, c'est fascinant, parce qu'en fait, ça devrait être un scandale, eh bien, il reprend exactement ce discours au sujet des TDAH et des dyspraxiques, dysgraphiques, tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, je trouve ça scandaleux. Je me demande comment on a fait pour laisser passer un discours comme ça à l'époque. Pourquoi tout le monde a sauté sur cette histoire de HPI et pas sur ça. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors on va le lire ensemble et vous allez halluciner. Suivez-moi. Vous êtes donc les bienvenus sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, neuroatypiques et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique nécessaire à la compréhension de ces sujets hautement complexes. Et je remercie intensément toutes les contributrices et les contributeurs de ce média, sans qui cet épisode n'aurait pas pu se faire, sans qui toutes mes recherches ne pourraient pas se faire, puisque c'est mon travail, et que le financement participatif est sa principale source de financement. Donc si vous voulez continuer à m'aider à dénoncer un certain discours ou à vous apporter un maximum de connaissances ou de matière à penser, s'il vous plaît, considérez d'aider ce média à la mesure de vos possibilités en faisant une donation ponctuelle ou régulière. Et franchement, je vous remercie intensément. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. La question de l'ADN, c'est « Vous parlez de tension et de zone d'ombre entre médical et scolaire, de quoi s'agit-il » Et Wilfrid Ligné répond « C'est un endroit exploité par ceux qui le peuvent. La logique HPI, c'est la logique du certificat médical. Certificat qui permet de déroger à un ordre scolaire, professionnel ou même familial. Ce mécanisme se retrouve aussi avec la dyslexie, la dysgraphie
ou le fait d'être TDAH, un diagnostic de classe moyenne car il s'accompagne souvent d'un traitement médicamenteux qui rébute les classes supérieures. Donc les classes supérieures, non. Vous les classes moyennes, vous prenez le TDAH, nous on prend le HPI. Ce qui est intéressant, continue Wilfried Ligné, c'est que tous ces diagnostics sont assez similaires. Vous imaginez, un diagnostic de TDAH, d'autisme sont similaires au diagnostic HPI. Donc ça prouve qu'il n'a pas fait la différence entre les professionnels qui tombent dans les idées fausses sur le HPI et les professionnels qui ne tombent pas dans les idées fausses. Et donc il dit tous ces diagnostics, il ne dit pas quelques diagnostics ou certains. Et donc il dit, de tous les diagnostiqués, on dira que leur esprit va plus vite que leurs mains, leurs yeux. Ben oui, quand on est TDAH ou quand on a une dysgraphie, effectivement, le problème c'est que des fois l'esprit va plus vite que les mains et les yeux. Je suis bien passé pour le savoir, j'ai un fils qui est dysgraphique et moi-même, je l'ai découvert grâce à mon fils évidemment, qui a été dysgraphique toute ma vie et qui a un TDAH. Et donc évidemment, ça va plus vite. Forcément. Et oui, forcément, ça peut quelquefois rejoindre ces histoires de HPI où des fois l'esprit va plus vite peut-être que nos mains et que nos yeux, mais bon. Sous-entendu pour lui, parce que chez lui, il y a toujours une question de surinterprétation, sous-entendu, cet enfant est imprenable par la vie réelle. Alors, on ne sait pas d'où il sort ça. Qu'est-ce que la vie réelle ? Pourquoi cet enfant serait imprenable par la vie réelle ? Qu'est-ce qui lui pose problème que quelqu'un soit TDAH ? Nous rappelons qu'il parle d'un trouble du neurodéveloppement. Ce qui pose question, c'est cette place de l'identification médicale ou paramédicale. Lui, ça lui pose question. Devenue hyper légitime, c'est-à-dire l'identification médicale ne devrait pas être légitime. Intouchable. J'aurais pu mener mon enquête sur un autre de ces diagnostics, cela m'aurait conduit à la même question. La question est, jusqu'à quel point doit-on accorder des dérogations organisées aux règles communes sur une base médicale, surtout si l'accès au médical est inégal ? Vous comprenez ? Il dit exactement qu'il en vient aux mêmes conclusions, que ce soit pour le haut potentiel intellectuel, que pour le TDAH, la dysgraphie, la dyslexie, et donc probablement l'autisme aussi, puisque c'est ce que le commentaire de la psychanalyste affirmait aussi, tant qu'à faire, on n'a qu'à mettre l'autisme, c'est la même chose, l'autisme et le TDAH sont des troubles du neurodéveloppement. La dyspraxie aussi, on est d'accord, si vous comprenez bien jusqu'à quel point doit-on accorder des dérogations pour les autistes, pour les TDAH, pour les dysgraphiques, on ne devrait pas les aider, ils ne devraient pas avoir des AESH pour les aider, c'est important, parce que c'est ça la question, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, il dit, pour la Grande-Bretagne, la sociologue Marianne Wolfen expliquait que des tiers-temps supplémentaires aux examens, massivement accordés aux dyslexiques, s'avéraient majoritairement concerner des enfants de classe supérieure. C'est-à-dire que pour lui, du fait que ce sont des enfants de classe supérieure qui ont plus facilement un diagnostic de dyslexie parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les possibilités, il ne faudrait pas accorder des tiers-temps supplémentaires aux examens pour les dyslexiques, ou les dysgraphiques, ou les TDAH, ou les autistes. Et donc il dit, ici le médical permet finalement de donner plus à ceux qui ont plus. C'est bien de dire une phrase comme ça, c'est bien, mais est-ce que le problème c'est le médical ou est-ce que le problème c'est juste en fait le problème de la société qui est déséquilibrée ? Et on va le savoir puisqu'en fait il lui pose la question comment endiguer ce phénomène. Wilfried Ligné répond, on pourrait argumenter qu'il faudrait mettre en place un accès généralisé à l'identification intellectuelle. Alors là ils ont oublié qu'ils viennent de parler des troubles du neurodéveloppement. Je ne sais pas qui a fait l'interview et je suppose que c'est peut-être pas Wilfried Ligné qui est passé directement, qui a dit « Bon allez, viens, on fait comme si on parlait plus du trouble du neurodéveloppement ». Ou alors il parle des troubles du neurodéveloppement et pour lui, l'identification intellectuelle, ça comprend aussi l'identification des TDAH et tout ça, puisque pour lui, c'est la même chose. Et donc il dit, on pourrait argumenter qu'il faudrait mettre en place un accès généralisé à l'identification intellectuelle et un contrôle démocratique sur la distribution du savoir et sur l'évaluation des gens en fonction de ce savoir. Mais ce qui remplit déjà cette fonction, en tout cas sur le principe, c'est, 3 points, l'école, dit-il. Sans nier les problèmes que l'école rencontre, il faut, je crois, défendre le principe d'une éducation vraiment commune, au travers d'une forme d'organisation collective où on est censé traiter les gens de manière égalitaire avec des critères transparents. L'école que l'on connaît n'est pas idéale, mais on n'y gagne rien, selon moi, à lui opposer une privatisation de l'évaluation et de la prise en charge des enfants, y compris lorsqu'elle se présente sous la forme on ne peut plus respectable du soin psychologique ou médical. Alors on va voir que pour lui, elle n'est pas si respectable que ça, le soin psychologique. Donc si vous avez compris, il faudrait revenir sur ce qui s'est fait depuis ces 10 dernières ou 15 dernières années ou 20 dernières années. Et en fait, il considère qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de psychologues qui fassent des bilans lorsque les enfants ont un problème, des bilans cognitifs, qui au final
pour beaucoup, en fait, révèle un problème de troubles neuropsychologiques ou affectifs ou de problèmes familiaux, quel que ce soit des troubles psychologiques ou psychiatriques, et qui, quelquefois, révèle un HPI, mais alors c'est vraiment quelquefois. Donc lui, il ne voudrait plus ça. Il ne voudrait plus d'aménagement pour les enfants qui ont un problème. Alors vous imaginez. Et ça devrait être, devinez qui. Alors là, c'est là où il aime bien le peuple quand même. C'est les enseignants qui devraient faire ça. Sur le principe, c'est l'école qui devrait remplir cette fonction. Les enseignants, leur boulot, ça devrait détecter les TDAH, les autistes, les dyspraxiques, pourquoi pas aussi les trisomiques, puisque dans certaines écoles, comme dans l'école de mes enfants, il y a une enfant trisomique avec une AESH et qui donc bénéficie d'aménagement pour pouvoir continuer à être à l'école avec les autres enfants, et je trouve ça super. Mais lui, en fait, il voudrait pas ça. Ou alors il le voudrait, mais ça devrait être carrément les maîtres, les professeurs, les enseignants qui seraient là en train de dire « Je crois que votre enfant, il est TDAH, attendez, je vais lui faire un diagnostic. Il est TDAH, et puis voilà, c'est bien, on va pas lui faire d'aménagement, on va rien faire, on va faire comme d'habitude une sorte d'égalisation plate. » Je vous ai montré dans le debunk les idées que propose aussi la psychologue Catherine Page Harden, qui elle aussi milite pour une justice sociale et qui dit qu'il faudrait dépasser cette idée du social et de l'égalitarisme pour défendre aussi un principe que chacun serait différent. Nous sommes tous différents au niveau de notre cerveau. Et donc, si on a des problèmes qui viendraient de la génétique ou de troubles qui impactent notre cerveau, qui impactent notre neurologie, il ne faudrait pas considérer que c'est juste un problème de limites éducatives ou d'éducation, et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ce que proposait Catherine Page Harden. Mais en réalité, si on remonte un tout petit peu, on s'aperçoit que ce brave Wilfried Ligné, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a un problème avec les psychologues pour lui. C'est que le rôle des psychologues dans le processus de ce qu'il appelle le diagnostic HPI, c'est que les psychologues libéraux chargés de faire passer les tests, dit-il, souffrent d'un problème chronique de patientèle, dû au fait que les personnes les plus frappées de problèmes psychiques, surtout les jeunes et les pauvres, n'ont pas les moyens de se payer des séances de thérapie. Donc vous comprenez, en fait, ça serait les psychologues qui auraient créé le diagnostic de HPI parce qu'en fait, ils n'avaient pas de clients. À part ça, il n'y a pas de surinterprétation, il n'y a pas de complot. Et donc, si on continue dans la logique, puisqu'il explique bien, Wilfried Ligné, qui pourrait faire la même enquête au sujet des TDAH et des DIS, et donc pourquoi pas des autistes, puisque c'est le même principe, c'est un trouble du neurodéveloppement. On peut considérer que pour lui, ça serait carrément les psychologues qui ont créé ces diagnostics pour pouvoir avoir une patientèle. Il va encore plus loin, il y a un truc qu'il faut comprendre. Je disais qu'en fait, peut-être des gens allaient avoir des idées anti-sciences et nier donc les avancées des connaissances neuropsychologiques, neuroscientifiques et génétiques. Mais en fait, c'est pas des gens, c'est Wilfried Ligné directement. Il a vraiment une dent contre la science quelque part. Est-il influencé par la psychanalyse ou par autre chose ? On n'en sait rien. Si on lit que cet article-là, on ne le voit pas vraiment, mais en fait, il y a une suite à cet article, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions vraiment indignées. Donc, l'ADN l'a rappelé et lui a reposé tout un tas de questions. Et dans ses réponses, lorsqu'on lui dit, on ne parle pas d'un diagnostic pour un test de QI, mais d'un résultat, un score avec un compte-rendu, enfin, en fait, on parle d'un bilan, lui dit, oui, je sais, mais les psychologues minimisent, euphémisent, ils parlent souvent pudiquement de bilan, car ils savent bien que la psychométrie et la notion de QI ne sont pas très sérieux scientifiquement. Donc, ils rejettent un siècle de connaissances scientifiques et carrément le consensus le plus solide, comme l'ont répété la plupart des spécialistes, le consensus le plus solide de la recherche psychologique. Et là où il fait plus fort, c'est qu'il dit, comme pour la souffrance, la réalité de l'intelligence et des performances culturelles parfois très étonnantes des enfants concernés n'a pas à être niée dans mon analyse. La question porte plutôt sur le fait, là encore, que ces performances se voient attestées psychologiquement. Donc il n'a pas compris que ces performances, en fait, étaient détectés, identifiés à partir d'un bilan neuropsychologique, que la plupart du temps, donc, les enfants ou les adultes qui se rendent compte avec le bilan neuropsychologique qui sont HPI, c'est parce qu'ils avaient un problème. Ils se sont retrouvés à faire un bilan neuropsychologique qui ne sert pas à détecter un HPI, qui servirait plutôt à comprendre comment notre cerveau fonctionne, nos capacités cognitives. Et dans ce bilan neuropsychologique, il y a entre autres le test de quotient intellectuel qui, s'il est très haut, permet de détecter si une personne est à haut quotient intellectuel, donc à HPI. Il n'a pas compris le principe, il n'a pas compris l'historique de ce quotient intellectuel. Mais pour lui, lorsqu'il y a de fortes performances, ce qui est fréquent, et dans mon enquête de nombreux enfants m'ont étonné, il est naturel qu'elles aient une base neurale. Alors base neurale, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein. Je ne sais pas pourquoi il a utilisé ça, il voulait dire neurologique sans doute, parce que neural c'est relatif au système nerveux. Donc bon, il est un peu perdu dans ses significations, ou alors c'est le journaliste. Mais il dit, il n'y a aucune raison d'en conclure que c'est le cerveau qui détermine les performances en question.
je vous le note bien. Il est naturel qu'elles aient une base neurale, donc pour lui, il devrait y avoir une base neurologique, mais il n'y a aucune raison d'en conclure que c'est le cerveau qui détermine les performances en question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour lui, il rejette toutes les interprétations scientifiques de l'intelligence et des performances cognitives. Pour lui, cette intelligence et ces performances cognitives ne sont dues uniquement qu'à des circonstances environnementales, culturelles, etc. Et c'est pour ça que les riches sont plus intelligents. Or, dans la vidéo précédente, le debunk, la psychologue et neuropsychologue spécialiste de l'intelligence et des émotions Stéphanie Aubertin nous montre bien, nous explique bien les relations, les interactions complexes dans l'intelligence et dans le QI entre l'environnement, la génétique, l'épigénétique, le périgénétique, l'ultragénétique, l'ultra-environnemental, le péri-environnemental, tout ce que vous voulez, mais enfin c'est complexe, mais il y a une très grosse base de génétique. Et il y a une très grosse base du cerveau. Parce que si on continue dans cette question, pour lui, il n'y a aucune raison de conclure. N'oubliez pas que pour lui, c'est exactement le même problème. Pour Wilfried Ligné, comme il l'a dit tout à l'heure, comme je vous l'ai lu, le problème des HPI est exactement le même que le problème des TDAH et des DIS. Des dyslexiques, dyspraxiques, dysgraphiques, etc. Donc pour lui, il n'y a aucune raison de conclure que le problème des dyspraxiques, dyslexiques, etc. est un problème neuropsychologique. Pour lui, il n'y a pas d'atteinte du cerveau, il n'y a absolument rien pour lui. C'est tout un problème, comme chez les psychanalystes, c'est un problème de famille. La mère, évidemment, ou le père, quelque part, qui aurait été, je sais plus quoi, refoulé ou je sais pas quoi, et de limites éducatives. Pour la sociologie, c'est qu'un problème de machin, d'où le fait que Grégoire Simpson ait traduit tous les problèmes de Franck Gastambide, qui était dyslexique, à travers des problèmes sociaux. Mais c'est grave, en fait c'est vraiment scandaleux, Alors là, il n'y a même plus une question d'interprétation bourdieusienne ou ce que vous voulez, c'est un scandale, c'est juste une négation pure et simple des connaissances scientifiques, des connaissances médicales, etc. Tout ça, c'est tout rejeté. Au lieu d'utiliser un discours simple, tout simple, c'est-à-dire on remarque que ce sont les riches et les classes aisées qui ont plus de facilité à avoir un diagnostic de certains troubles et de pathologies et à avoir une identification HPI, ce qui aurait été déjà un message très fort, parce que c'est un message fort, c'est important. Et de demander une généralisation donc, des bilans neuropsychologiques, et si possible, un meilleur accès à ces bilans neuropsychologiques pour éviter des errances médicales et psychologiques comme la mienne qui a duré plus de 35 ans. Au lieu de demander ça, il demande purement et simplement qu'on enlève les psychologues et les machins et tout ça, et les bilans neuropsychologiques, et on laisse les enseignants se démerder avec les enfants qui ont des problèmes. Ben, c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, tout ça, ça prouve bien que finalement, mes intuitions, parce que quand même, j'ai bossé comme un abruti, alors qu'il suffisait de relire un truc que j'avais déjà lu. Mais je savais même pas qu'il y avait la suite, par contre. Le deuxième, je le savais pas. Mes intuitions n'étaient pas mauvaises. Les intuitions de beaucoup d'autres personnes n'étaient pas mauvaise, et vraiment quand vous allez en dessous de l'article, le premier article, non votre enfant n'est pas riche, blablabla, vous avez des commentaires qui sont vraiment très 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 pertinents, bon avec des témoignages qui prouvent évidemment qu'il y a beaucoup de gens, et je le sais parce que vous êtes beaucoup à suivre ce podcast, qui n'ont pas été identifiés en payant 350 € pour un neuropsychologue. C'est mon cas d'ailleurs, j'ai été identifié par un programme social, beaucoup de gens dont les enfants ou eux-mêmes ont été identifiés par des psychologues scolaires qui font un travail extraordinaire, et d'ailleurs le podcast va recevoir une psychologue scolaire, je fais l'entretien pas plus tard que demain. Tout ça est rejeté. Voilà, et puis il parle de privatisation de l'école, comme si en fait les parents ou les gens qui voudraient avoir certains aménagements dans leur travail, tous les aménagements qui sont proposés par la MDPH au niveau du travail grâce justement au fait qu'il y ait ces bilans neuropsychologiques et ces diagnostics, eh ben tous ces aménagements, ça devrait pas se faire en réalité, ni au boulot, ni à l'école, ni tout ça. Ces gens-là refusent littéralement l'idée que nous soyons tous différents. Pour eux, nous sommes tous exactement les mêmes. Notre cerveau fonctionne de la même manière pour tout le monde. Allez, si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser ou de la matière à rager, vous pouvez vraiment faire une donation pour me permettre de continuer à vous démontrer et démonter tous ces discours. Voilà, je vous remercie pour ces donations. Je vous dis bienvenue dans notre vaisseau spécial. Je remercie le followers qui m'a rappelé tout ça et tout un tas de followers qui m'ont donné tout un tas de liens et c'est vraiment super. On commence à avoir une communauté bien soudée qui nous permet de voir que ce genre de discours existe réellement et pas simplement chez les psychanalystes. À la prochaine fois. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le podcast divergent. Enfin, je crois.